On parle plus des pénalités que de la course en elle-même. Et j'ai ce qu'il faut pour se soulager. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix d'Arabie Saoudite 2021. C'est parti. Première réaction, mesdames et messieurs, on va parler justement de la photo finish qu'il y a eu entre Valtteri Bottas et Esteban Ocon. Ça fait 2 sur 2 pour Valtteri Bottas, ça fait la deuxième fois qu'il gagne à la photo finish face à un pilote. C'était en 2017 face à Lance Stroll à Bakou justement. Alors du coup, ça fait assez mal pour Esteban Ocon qui avait saisi chaque opportunité et s'en était vachement bien sorti finalement face aux deux fous furieux sur les 2 restarts. Ça méritait de fou ce podium pour Alpine. Alors évidemment, la réalisation a préféré passer tout le dernier tour sur une voiture qui était en bataille avec absolument personne, qui s'appelait Lewis Hamilton, alors qu'on avait une bataille absolument extraordinaire entre Valtteri Bottas et Esteban Ocon un petit peu plus loin derrière pour le gain de la 3e place. Donc autant vous dire, je pense que la mère du réalisateur a dû se prendre un paquet d'insultes à travers le monde, mais bon bref, ça c'est autre chose. Alors mine de rien, Ocon a super bien défendu face à Valtteri Bottas, hyper à la limite avec sa voiture, il a signé des meilleurs secteurs absolus dans les derniers tours, c'est vous dire qu'on a mis toute la puissance de la voiture pour tenter de garder ce podium. De l'autre côté, Gasly finit P6 et marque encore une fois quelques gros points et finit devant les 2 Ferrari. Du bon boulot aussi, mais en fait c'est les 2 équipiers des 2 Français qui étaient loin du compte. Alors plusieurs erreurs d'appréciation pour Tsunoda, bien que l'incident avec Vettel, je vois pas vraiment ce qu'il aurait pu faire de bien différent, le Yuki, tellement Vettel lui referme la porte sous le nez. J'appelle ça un incident de course largement partagé par les 2. Alonso, lui, s'est fait une belle frayeur dans le secteur 1. Le dirty air était particulièrement violent, mais ça, on va en reparler justement. Alors du coup, au classement, c'est en très très bonne posture pour Alpine, sauf giga catastrophe. Normalement, la P5 au championnat est sécurisée avec 29 points d'avance. Il faudrait qu'AlphaTauri fasse à minima P2 et P4 à Abu Dhabi en partant du principe qu'Alpine ne marque pas de points pour aller choper cette 5e place. Deuxième réaction, mesdames et messieurs, on va parler de Sergio Pérez et on va poser la question: est-ce que Sergio Pérez a fait perdre le titre constructeur ce dimanche en Arabie Saoudite à Red Bull? Alors oui, Pérez était pas le plus à l'aise, on va dire, pendant le week-end. Il a mis du temps à se mettre en route. P5 sur la grille de départ, bloqué par Leclerc jusqu'au drapeau rouge pendant que Hamilton, Verstappen, Bottas étaient en train de s'échapper. Bref, là c'était pas ouf. Au moment de la safety car, en fait, Red Bull avait 2 choix possibles au vu du double arrêt au stand de Mercedes. Soit on scindait en 2 les stratégies entre Pérez et Verstappen pour mettre la pression, on va dire, par des attaques sur Mercedes et Bottas notamment à la reprise, ou alors on gardait les 2 voitures en piste et on allait essayer de défendre les attaques de Mercedes par le biais de Pérez, on va dire, pour laisser partir Verstappen et lui donner l'opportunité d'avoir des pneus plus frais pour revenir et peut-être probablement dépasser en fin de course. Alors du coup, chez Red Bull, on choisit d'arrêter Pérez et puis donc drapeau rouge, on lui remet des médiums justement pour le restart parce que mine de rien, il s'élance derrière Ricciardo, Leclerc et Gasly, donc ça fait du monde un petit peu à dépasser, donc c'est mieux d'avoir des pneus un petit peu plus tendres que prendre des hards pour essayer de revenir un petit peu dans le match avec les 2 Mercedes et notamment son coéquipier Verstappen. Alors bon, malheureusement, le carton, alors qu'il est en fin de sandwich entre guillemets entre Leclerc à gauche et Gasly à droite, dans une partie assez serrée. Le drame, pas de points au championnat, pas la possibilité de venir aider Verstappen pendant la course, un peu la faute à pas de chance, j'ai envie de vous dire. J'aurais tendance à dire que le faire rentrer et splitter en 2 les stratégies chez Red Bull, c'est pas forcément le bon call stratégique. En fait, j'aurais plus eu tendance à faire la défense avec une voiture moins rapide que j'ai. Je préfère essayer de défendre sur une voiture plus rapide que avec une voiture moins rapide, essayer d'aller attaquer une voiture plus rapide que moi. Ça me paraît plus logique dans ce cas-là. En tout cas, en fait, de manière générale, cette saison, et même sur plusieurs saisons, les stratégies sur la Red Bull numéro 2, même si Pérez a eu du mal, dans l'ensemble, c'est assez catastrophique, j'ai envie de vous dire, que ce soit en qualif ou en course. On a toujours mis un petit peu Pérez et ceux qui ont précédé dans son baquet un petit peu dans la sauce, quoi. Donc bon, voilà. Écoutez, ça fait 28 points d'écart entre Red Bull et Mercedes au classement. Ça sent mauvais pour les constructeurs, à moins d'une giga grosse surprise, et il peut y en avoir. Le titre constructeur se dirige un peu plus vers Mercedes, mais bon, tout ce qui importe Christian Horner, c'est le titre pilote pour Verstappen, selon ses propres dires, c'est lui qui le dit. Donc premier ou deuxième, au constructeur, c'est pas là où ils concentrent tous leurs efforts.
Troisième réaction, on va parler de McLaren qui finalement retarde l'échéance, retarde un petit peu l'inévitable pour un Grand Prix face à Ferrari au constructeur. Alors si Ferrari marquait 5 points de plus que McLaren à Jeddah, ça y est, on sécurisait la P3. Malheureusement, ça n'est pas passé pour Ferrari. 38,5 points d'écart entre les deux, c'est quasiment fait pour Ferrari à moins de faire P1, P3 en partant du principe que Ferrari ne marquera pas de points. C'est la P3 du championnat qui s'envole pour McLaren. Jolie baroud d'honneur quand même de la part d'un Daniel Ricciardo qui a souffert toute la saison et beaucoup sur ses dernières courses. Alors un petit peu à la Esteban Ocon, j'ai envie de vous dire, il a grimpé à chaque départ. Il a saisi toutes les opportunités en partant P11 sur la grille, donc c'est vraiment top. Pendant que son coéquipier Norris, qui partait un petit peu plus haut sur la grille, lui a dégringolé, il s'est fait avoir par les drapeaux rouges à chaque fois, sur les restarts à chaque fois, ça a été très très compliqué, sachant qu'il y a eu beaucoup de dirt hier. C'était dur finalement d'essayer de facilement dépasser ou en tout cas de facilement remonter, ça n'a pas été facile. Ricciardo nous a offert quand même une belle bataille avec Valtteri Bottas, ce qui a permis dans le même temps à Esteban Ocon de s'échapper parce que les trois se tenaient en pas grand chose aux 2 tiers de la course. Chez Ferrari de l'autre côté, on s'est tiré la bourre entre pilotes, c'était assez agressif mais assez fair play quand même entre Leclerc et Sainz. Tout cela pour une P7 et une P8. Dommage parce qu'avec les hards, le potentiel de la Ferrari était vraiment sympa. Que ce soit avec Sainz en début de course qui doublait tout le monde après une mauvaise qualif ou alors Leclerc après le 3e départ. Ça pouvait probablement jouer la P4, P5 à la régulière. Dommage qu'on n'ait pas assez vu la bataille entre les Ferrari à la télé. Mais honnêtement, on avait d'autres chats à fouetter, on avait pas mal d'autres choses sur lesquelles se concentrer. Quatrième réaction, mesdames et messieurs, on va parler du circuit de Jeddah qui, pour moi, ça y est d'ores et déjà un classique. Et pourtant, Dieu seul sait, vous le savez, que je partais mais tellement pessimiste sur ce circuit en me disant il n'y aura jamais de dépassement, c'est dangereux, il n'y a pas de point de freinage, enfin c'est n'importe quoi, on est entre les murs, dans un nouveau pays et tout, enfin bref. J'étais vraiment pas du tout optimiste pour ce nouveau circuit. Mais force est de constater que j'ai totalement changé d'avis. Alors, par rapport à n'importe quel autre tracé, n'importe quel autre circuit, on peut ressentir réellement la vitesse et les dangers auxquels font face les pilotes depuis l'extérieur en tant que spectateur. Le passage des voitures est impressionnant visuellement. Les on-board où on a je ne sais combien de virages en aveugle, ça fait froid dans le dos avec le danger que cela représente. Le tout de nuit, parce que autant faire ça de nuit. J'étais pas super à l'aise en début de week-end, je le sentais vraiment pas cette histoire de prendre 250 km/h de moyenne entre les murs. Mais comme les pilotes, une fois dans le rythme, ça allait un petit peu mieux. Le dirty air justement était vraiment énorme, en témoignent les écarts du début de course. Donc c'était vraiment chaud, surtout dans le secteur 1. Là, c'est plus un circuit, on va dire, où c'est les pilotes contre le circuit plutôt que les pilotes contre les pilotes, si tu vois un petit peu ce que je veux dire. Comme je vous l'avais dit l'année dernière avec le crash de Romain Grosjean, en regardant la F1, on prend le risque de voir un humain se faire potentiellement très mal, voire de se tuer. C'est un risque émotionnel qu'on prend avec eux pour avoir des émotions assez particulières que seuls les sports mécaniques procurent en règle générale. Là, à Jeddah, c'est encore plus vrai que sur n'importe quel autre circuit, c'est complètement amplifié. C'est un circuit qui a une philosophie un petit peu à l'ancienne, j'ai envie de vous dire. Mais en fait, finalement, c'est pas pour tout le monde. Il faut avoir un gros cœur, il faut s'accrocher. Faut pas être trop sensible non plus parce que là pour l'instant on n'a pas eu de gros cartons à part en Formule 2 où on attend encore un petit peu des nouvelles de Enzo Fittipaldi qui pour l'instant a la cheville cassée je crois. Théo Pourchaire ça a l'air d'aller, il sait pas encore s'il finira la saison mais ça aurait pu arriver sur n'importe quel circuit. Mais dans l'ensemble on n'a pas eu d'énormes cartons où on a pu vraiment se faire mal. Alors justement est-ce que c'est pas dangereux inutilement? On a eu plusieurs pilotes notamment Sergio Pérez je crois et George Russell qui en ont parlé. J'avoue que c'est un petit peu à chacun de se faire sa propre opinion. Est-ce que les pilotes déjà ne se mettent pas en danger en roulant à 300 km/h dans ces machines de base? Voilà, moi de mon côté je vais vous dire Monza entre les murs de nuit, c'est plutôt validé, on va être honnête, franchement il n'y a aucun circuit qui ressemble à ce circuit au calendrier, je trouve que ça a sa place, largement. Cinquième réaction, mesdames et messieurs, ça y est, on y est, on va parler du bordel entre Verstappen, Hamilton et la FIA. Honnêtement, je crois que c'est la cata. Honnêtement, c'est la cata, c'est la merde. Vraiment, c'est la merde. Petit 1, la safety car où Bottas ralentit fortement pour sécuriser un double arrêt au stand sans perdre de temps et fait perdre du temps à Max Verstappen, ça, c'est formellement interdit, c'est ce qu'on appelle conduite de manière erratique. Bon,
Petit 2, la procédure de départ dans la voie des stands de Verstappen. Je crois que c'est pas interdit, mais c'est quand même super limite je trouve aussi, donc bon, moyen. Petit 3, laisser partir Verstappen tout seul en laissant bien trop d'espace pour lui faire refroidir ses pneus avant un départ. Alors je crois pas que ce soit interdit, car on n'est pas sous safety car, mais il faudrait quand même aller voir le règlement là pour le coup. Dans tous les cas, cela peut s'avérer très dangereux, car des freins froids et des pneus froids peuvent résulter d'un carnage au premier virage ou même avant. Alors du coup, meilleur départ de Lewis Hamilton, Max Verstappen lui revient dessus en faisant un énorme freinage par l'extérieur justement. Il se retrouve poussé à l'extérieur, Max Verstappen, mais la bataille fait que, premièrement, Hamilton ne prend pas du tout la corde et pousse Verstappen dehors, et de deux, Verstappen passe quand même Lewis Hamilton en revenant en catastrophe sur la piste. Alors, est-ce que Verstappen reprend sa position ou est-ce que Verstappen garde sa position? Ça va être un petit peu la question récurrente du jour, vous allez voir. Bon, je vous épargne justement les détails sur le deal de faire partir Verstappen en P3 finalement en P2, finalement en P3, etc. Ça arrive assez souvent hein, que la FIA propose une manière de résoudre un problème qu'on a eu en piste avant qu'on ouvre une enquête et que ça aille chez les commissaires sportifs. Hein. C'est de la diplomatie on va dire, moi ça me choque pas vraiment plus que ça, c'est juste on n'a pas vraiment besoin de ce genre de radio. La FIA le fait déjà pour offrir la possibilité de rendre la position quand un pilote gagne un avantage sur la piste, donc en vrai ok, pas de souci, hein, les deux sont punis, c'est aussi un moyen de leur dire calmez-vous, parce qu'il y a eu quand même pas mal de tensions, ça s'est escaladé depuis le premier tour, même si au final ça n'a rien changé. Troisième départ justement après les deux drapeaux rouges, alors faudra qu'on nous explique pourquoi Lewis Hamilton a laissé la porte ouverte à l'intérieur, il ne protège pas l'intérieur, un espace, Verstappen plonge, c'est agressif mais ça passe très bien, c'est très bien fait pour le coup, gros bravo, là c'est un vrai gros freinage dans les règles de l'art on va dire, il impose sa voiture, et Hamilton et Ocon ne peuvent faire que éviter on va dire la réaction en chaîne, mais bon fallait protéger mon cher Lewis. Fin du tour 35, début du tour 36, c'est là où la cata commence vraiment on va dire. Hamilton attaque Verstappen au DRS dans la ligne droite de départ arrivée. Gros freinage des deux, Verstappen bloque légèrement le train arrière et rentre avec tellement de vitesse qu'il perd le contrôle de sa voiture et ne peut pas prendre le virage, du coup il coupe. Alors est-ce que Max Verstappen reprend ou garde sa position sur cette action-là? Est-ce qu'au moment de toucher les freins, on considère que Lewis Hamilton a gagné la position? Et c'est la question que je vous posais. C'est exactement le même cas sur le premier restart, comme sur cette action au tour 35 et 36. Justement, j'avoue que j'ai pas vraiment la réponse, j'ai un début de réponse. Moi, j'ai tendance à dire justement qu'on doit attendre la fin de l'enchaînement ou du virage et de la réaccélération pour dire ça y est, il est passé et l'attaque a réussi. C'est un petit peu la même chose, hein, les commentateurs sportifs en règle générale, on attend de voir la réaccélération pour dire ça y est, c'est bon, il est passé, c'est fait, faudra attendre le prochain virage entre guillemets pour qu'il y ait une attaque. Mais est-ce que la défense de Verstappen est réussie pour autant? Dans les deux cas, il a coupé le virage, soit en se faisant pousser, soit par une perte de contrôle de sa voiture. Du coup, la direction de course offre la possibilité à Verstappen de rendre sa position à Lewis Hamilton à cause du cas litigieux du virage 1. Bon, ok, pourquoi pas. À la radio, du coup, on demande à Verstappen d'être stratégique quand il rend sa position et donc sous-entendu, on lui dit rends la position avant la détection du DRS pour la ligne droite de départ arrivée pour que tu aies le DRS sur Lewis Hamilton et que tu puisses le repasser. Hamilton, bon, pas idiot non plus le gars, hein, septuple champion du monde, ça va, il veut pas passer premier, hein, car sinon l'autre, Verstappen, la ligne au DRS dans la prochaine ligne droite et du coup faut tout refaire. Tout le monde freine et Verstappen surenchérit son freinage au dernier moment, ce qui nous donne un contact. Alors il faut bien savoir qu'au moment où les freinages se font, en fait l'ingénieur d'Hamilton arrive à la radio et était justement en train de commencer à passer l'information à Hamilton que Verstappen allait le laisser passer. Sauf que Hamilton, lui, il est occupé à comprendre ce qu'il se passait devant lui, il n'a pas eu totalement l'information, donc Mercedes et les ingés étaient au courant que Verstappen allait le laisser passer, mais ils n'ont pas eu le temps de prévenir correctement et suffisamment tôt Lewis Hamilton. Quelques tours plus tard, Verstappen relaisse passer Lewis Hamilton encore une fois, et replonge directement à la corde, il prend le DRS et la position à Lewis Hamilton, mais what the fuck, où est-ce que tu t'es cru mon gars? Généralement ça ne se fait pas, on doit attendre un virage passé, c'est ce qui avait été décidé en 2008 à Spa-Francorchamps entre Hamilton et Raikkonen pour un cas assez similaire. Donc vous voyez finalement on considère qu'on ne peut pas réattaquer tout de suite, donc ça veut dire que quand on est dans une bataille et qu'il y en a un devant l'autre etc. et qu'on arrive sur un virage,
eh ben, on ne considère pas que la position est gagnée d'après justement ce point de règlement entre guillemets où on n'a pas le droit de laisser passer et puis de reprendre tout de suite avant le virage la position. Dernière attaque, Hamilton à l'intérieur puis Verstappen à l'extérieur dans le dernier virage. Coup d'œil dans le rétro de Lewis Hamilton, il prend large et pousse Verstappen qui se retrouve en dehors de la piste. Bon, on a essayé de résumer un petit peu les choses quand même déjà. Pour le coup de frein de trop, parce que ça a été une question justement pour le contact entre Hamilton et Verstappen, il y a effectivement une décélération continue de la part de Max Verstappen, mais derrière en fait il met un dernier gros coup de frein pour dire à Lewis Hamilton, bon vas-y passe le contact, et donc ce dernier gros coup de frein, c'est ça qui est une conduite erratique jugée selon la FIA justement, et donc c'est ça qui a provoqué le contact, et donc on lui a donné 10 secondes de pénalité. En vrai, why not? En vrai, sur l'action en elle-même, oui, je pense que ça, c'est pas trop un problème. Donner un gros coup de frein comme ça alors qu'on a une voiture derrière, non, pas trop, tu vois, en pleine ligne droite en plus. Mais en fait, pour l'ensemble de l'œuvre, on va dire, c'est un sketch total. C'est un sketch total. Les 10 secondes de pénalité résultent quand même d'un pilote qui ne veut pas dépasser son adversaire sur la piste alors qu'il lui rend la place comme demandé. Et puis même, si Verstappen avait un problème moteur par exemple, Hamilton, il fait quoi? Il lui rentre dedans aussi? Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Il y a de la confusion dans tous les sens, que ce soit chez Hamilton, chez Verstappen, chez les équipes à la FIA. Et malgré la bonne volonté de Verstappen, il se prend quand même 5 secondes alors qu'il l'a laissé repasser une fois, puis alors la deuxième fois on va pas la compter, mais il a essayé de le laisser passer, etc. Mais il se prend quand même 5 secondes de pénalité pour le virage 1. Alors bon, vous allez encore me casser les couilles pour me dire hey, t'es pro Verstappen, alors que la semaine dernière j'étais pro Hamilton, alors que c'est aucun des deux et que j'en ai absolument rien à faire. Mais j'ai cette impression en fait que Verstappen a fait tout ce qu'on lui demandait et que on l'a quand même pénalisé. Alors honnêtement, mais je ne pige absolument plus rien du tout. C'est un bordel sans nom. Je n'ai absolument aucune idée de ce qui est toléré, de ce qui n'est pas toléré, de ce qui tient compte du let them race, de ce qui ne tient pas compte du let them race, ce qui est réglementaire, ce qui n'est pas réglementaire. C'est le bordel absolu. Il n'y a absolument rien de clair. En revanche, on a la preuve et on est certain que attaquer ou défendre d'ailleurs par l'extérieur, ça n'a plus aucun sens. Parce que quoi qu'il arrive, que ce soit Hamilton ou Verstappen, à chaque fois, l'un ou l'autre a poussé l'un ou l'autre dehors. Bref, égalité de points, rendez-vous à Abu Dhabi, on a plus parlé des enquêtes que du combat en piste, super ce sport, on arrive sur un moment absolument incroyable et historique, et on est en train encore de faire de la politique avec la FIA, etc. Ça n'a aucun sens, ça n'a absolument aucun sens. Bon, allez, un petit bonus très rapide. On est obligé de parler quand même de la belle perf d'Antonio Giovinazzi qui ramène 2 points à Alfa Romeo alors que juste quelques jours avant, je crois, il avait testé une Formule E, donc il fallait un petit peu se réadapter, on va dire, à la F1. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de voir que voilà, ça revient un petit peu. Les Alpha qui étaient pas trop mal en vrai dans l'ensemble du week-end, contrairement aux Aston Martin où c'était catastrophique et à la fois pour Stroll et à la fois pour Vettel, zéro rythme. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier Fast 5 de la saison, Grand Prix d'Abu Dhabi justement. On aura un nouveau champion du monde, j'espère juste que ça se réglera pas dans le bureau des commissaires et que ça se réglera sur la piste en espérant qu'il n'y ait pas d'accrochage, mais ça me paraît un petit peu compliqué là, qu'il n'y ait pas d'accrochage. Voilà, bon bah écoutez, portez-vous bien, ciao ciao.